Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Vox Africa. Bienvenue dans le cadre de cette interview spéciale. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui le docteur Fokam Kamonier qui nous fait le plaisir d'être dans nos studios. Et avec lui, nous allons évoquer un ensemble de sujets partant de la géostratégie à la géopolitique, mais surtout l'économie et la culture africaine. Et pour l'interviewer ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un confrère, Fabrice Huimot, que les téléspectateurs de Vox Africa commencent à connaître. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Jules. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon co-intervieweur dans le cadre de cette grande interview. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, ancien de Russia Today, c'est toujours important de le rappeler, qui a été fermé, notamment dans l'Union européenne. Oui. Voilà. Docteur Fokam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté d'être sur nos plateaux. Dieu sait que ce n'est pas évident de vous avoir sur un plateau de télévision, mais j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois que vous ayez un livre pour accepter de venir sur nos plateaux. Non, pas du tout. Enfin, j'ai le sentiment. C'est peut-être une coïncidence. Je ne veux même pas parler de livres parce que je pense que c'est surtout les journalistes qui doivent parler de livres, pas moi. Oh, d'accord, on aura quand même l'occasion d'évoquer le livre tout à l'heure. Alors, je l'ai dit, on va parler vraiment de beaucoup d'autres choses, parce que quand on vous a, on profite, on va parler de beaucoup d'autres choses, et on va commencer par parler un peu de géopolitique. L'actualité aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, qui ne s'est pas arrêtée. Je me rappelle qu'il y a un an de cela, j'avais eu un échange avec vous à Genève à ce sujet-là. Et vous aviez déjà une position qu'on pourrait qualifier d'assez iconoclaste. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, vous avez le même regard sur cette guerre en Ukraine? Je ne sais pas si j'ai le même regard, mais ce serait quand même surprenant d'avoir le même regard aujourd'hui. Tout simplement parce que quand même les données changent, le monde change, les armes changent, les attitudes changent. Le vrai problème qui peut se poser sur cette guerre, c'est plutôt qui fait la guerre? Quels sont les acteurs, les vrais acteurs? Vous insinuez quoi, qu'il y aurait des acteurs cachés? Nous, on voit que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Directement, si vous voulez, les deux principaux acteurs. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'Ukraine peut combattre la Russie? Peut entrer en guerre? L'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Aujourd'hui, on sait que l'Ukraine reçoit, c'est factuellement, l'Ukraine reçoit, encore aujourd'hui, a reçu un système américain de défense militaire. C'est une guerre menée par la Russie en Ukraine. L'Ukraine qui reçoit l'armement de la part des pays de l'OTAN, effectivement. Ça, c'est totalement factuel. Vous donnez une bonne contradiction à votre collègue qui pense qu'il y a d'autres choses. Mais en réalité, qui est le patron de l'OTAN? C'est quand même les États-Unis. Donc j'ai peur qu'au niveau géostratégique, ce soit une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ou plutôt la Russie. La Russie. Ou plutôt la Russie, parce que je suis encore dans l'ancien temps. C'est ce que j'ai peur. Et si tel est le cas, c'est normal qu'en géostratégie, ça puisse se passer comme cela. Parce que normalement, en stratégie, vous savez que l'équilibre se fait par la terreur. Donc les deux puissances ne pouvant pas s'affronter directement par elles-mêmes, peuvent passer par des canaux interposés. Pour vous, alors, l'Ukraine serait juste le paravent qui servirait justement à la Russie d'affronter les États-Unis? Ou plutôt les États-Unis d'affronter la Russie. Oui. Parce que, ou les deux. Justement. Parce qu'en fait, on vit aujourd'hui dans un monde que j'appelle le monde monopolaire. Or, le monde monopolaire n'aide personne et ne peut profiter qu'à celui qui détient justement le monopole. Voilà, c'est le monopole. Mais est-ce qu'on peut encore parler d'un monde monopolaire aujourd'hui, docteur Fokam? Jusqu'à date où nous parlons, le monde est encore unipolaire. Est-ce qu'il n'y a pas des camps qui se sont spontanément formés, qui étaient déjà implicites? Parce qu'on sait que la Russie est plutôt proche de la Chine, est plutôt proche des BRICS. Est-ce qu'il n'y a pas spontanément les Occidentaux et le reste du monde un peu? Jusqu'aujourd'hui, le monde est unipolaire. Expliquez-nous ça, parce qu'on a du mal à comprendre. Qui gère le monde à la date d'aujourd'hui? C'est quand même les États-Unis. Mais c'est Qui fait les lois mondiales? C'est les États-Unis.
Parce qu'en fait, par l'intermédiaire du dollar, les États-Unis peuvent faire des lois qui sont applicables dans tous les pays du monde entier, y compris l'Asie dont vous faites allusion. Le vrai problème qui va se poser maintenant, c'est est-ce que cette guerre va avoir une conséquence sur les équilibres mondiaux à la date d'aujourd'hui? La réponse est oui. Parce qu'en fait, lorsque les choses se passent, et tel que ça se passe aujourd'hui, les équilibres mondiaux vont changer. Il va y avoir progressivement la bipolarisation du monde. C'est ce que Fabrice venait de dire tout à l'heure. Bien sûr, l'Occident conduit par les États-Unis. Et après, il va avoir la tripolarisation du monde, sans doute avec la Chine qui se détache pour revendiquer son leader, et le reste. Et enfin, et je crois, et j'espère, qu'il y aura un monde quadripolaire, en clair, avec l'Afrique. Et l'Afrique serait ce quatrième acteur. L'Afrique, avec sa population. Je vous trouve très ambitieux et très optimiste. En 2050 à peu près, et plus, avec le réveil culturel et intellectuel, aura deux possibilités de revendiquer sa part dans le pouvoir mondial. Justement, quelle doit être la voix de l'Afrique dans cette répartition en pôles du monde? Est-ce qu'on n'est pas spontanément amené vers l'autre camp, parfois anti-occidental? Est-ce qu'on doit être non aligné, comme beaucoup le prônent, lorsqu'on doit voter à l'ONU contre la Russie ou pour la Russie? Est-ce qu'il faut être non aligné? Est-ce qu'il faut être neutre? Le non-alignement est une lâcheté. Et personne n'est non aligné, en fait. Oh bon, je ne dis pas une lâcheté, peut-être, disons, une hypocrisie. Parce qu'en fait, personne n'est non aligné. Quel que soit le cas, tu as des habits de tout le camp, au niveau stratégique. Tu as des animaux, même au niveau géopolitique. Tu as des amis dans tout le cas. Donc, quand tu veux neutre, ça ne veut pas dire que tu es non aligné. Ça veut tout simplement dire que mes intérêts sont aussi importants ici qu'ici, et que je m'abstiens. C'est tout. Il ne faut pas qu'on se leurre sur des termes qu'on utilise, que les journalistes, les économistes, les politiciens utilisent globalement pour nous voiler les yeux. Non-alignement. C'est difficile d'être non-aligné. Peut-être avant d'aller plus loin, Dr Fokam, il y a un débat, c'est peut-être un débat de journalistes sur cette guerre. Qui a gagné la guerre finalement? Parce que ça devient compliqué, on s'y perd un peu. Certains pensent que la Russie est en train de subir un affront impensable parce que déjà la guerre a trop duré. Et on entend des gens de plus en plus, même si ce sont des voix minoritaires, estimer que l'Ukraine a gagné la guerre, puisque la Russie n'a pas pu faire une guerre expéditive. La guerre n'est pas terminée, mais à l'état actuel des choses. Croyez-vous sincèrement que la première puissance militaire mondiale puisse être battue comme ça? Parce que la Russie, quand même, il faut reconnaître que c'est la première puissance militaire mondiale. Peut-être nucléaire, militaire, je pensais que c'était les États-Unis. Nucléaire, oui. Mais nucléaire, c'est au-dessus de tout. C'est pour ça que je mets première puissance nucléaire. Mais vous savez, le problème, c'est l'état de l'armement russe aussi, qui pour beaucoup date de l'époque soviétique, et donc qui malheureusement l'a ralenti Et puis le fait d'être en confrontation, encore une fois, pas seulement avec l'Ukraine, avec les États-Unis en sous-main et l'Europe. Monsieur Oumi, j'ai une question à vous poser. C'est vous qui posez la question, je sais que vous allez me dire comme ça. Mais je voudrais savoir, croyez-vous que la Russie est si peu intelligente pour vous laisser entrer dans tous leurs secrets militaires? Et s'ils le faisaient, est-ce qu'elle ne serait pas morte? Comment vous pouvez penser que les armes qui datent de l'après-guerre, il n'y a pas les armes disons, de 50,
les armes de 60, les armes de 80, les armes de 2020, etc., etc. Vous croyez que quelqu'un qui fait des propulsions sur les autres astres à la recherche du nucléaire peut avoir seulement les armes à cette période? Il détruit son stock, ses anciens stocks, pour mettre le nouveau stock. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ensuite, n'oubliez pas que la Russie est toujours sur le pied de guerre, depuis toujours, parce que c'est quand même l'enfant terrible dans le placard du monde. Vous devez savoir qu'aujourd'hui en Chine, la Chine est capable de soutenir une guerre pendant 10 ans sans faire l'agriculture. Les réserves sont énormes, c'est sur 10 ans. Et même le riz qu'on nous vend en Afrique, c'est du riz qui a déjà 9 ans et plus. Parce qu'on doit détruire les anciens stocks pour laisser nos stocks pour préparer la guerre. Les sous-marins sont là. Les sous-marins, même nucléaires, sont là. Et vous pensez que la Russie ne s'est pas préparée dans ces conditions? Pensez-vous, honnêtement, que la Russie a pu déclencher la guerre et ses stratèges ne lui ont pas dit que de toute façon les États-Unis vont entrer en guerre, que l'OTAN va entrer en guerre, qu'elle ne s'est pas préparée pour que cette guerre dure, pour que vous puissiez penser honnêtement que c'est parce que ça dure. Oui, enfin, on s'attendait à ce que la guerre soit expéditive, parce que quand vous avez d'un côté l'énorme puissance russe contre la toute petite Ukraine, on s'attendait, un peu comme c'était le cas avec les États-Unis au Vietnam, à une guerre expéditive qui finalement ne l'a pas été. Donc, vous avez déjà d'autres exemples qui peuvent s'attendre, aussi en Afghanistan. Justement. Mais en Afghanistan, qui était derrière? Il y a quand même la Russie derrière. Il faut savoir que quand les discussions géostratégiques se mettent en place, il y a toujours des choses dans le placard qu'il ne faut pas, qu'on ne soulève pas globalement. Alors, avec ta permission, Fabrice, quelle va alors être l'issue? Parce que moi, j'ai le sentiment, du point de vue journalistique, qu'on est un peu dans une sorte d'impasse. Je ne suis pas sûr, mais on est quand même dans une sorte d'impasse. Bon, faisons l'analyse point par point. Du point de vue armement, qui va prendre le dessus? Je pense que personne ne prendra le dessus. Du point de vue armement. Mais on entend de plus en plus des experts se prononcer pour dire que l'armée russe est épuisée, le stock d'armement russe est presque épuisé. Est-ce que c'est les télévisions au départ de Russie? Non, ou bien c'est les télévisions occidentales? Ce sont la plupart du temps des médias occidentaux. Et ça, c'est des médias qui chantent la chanson du maître. Mais il faut aussi faire les comparaisons avec les médias venus du côté de la Russie. Qui font aussi la chanson du maître. Je vais vous donner un exemple. Sur le plan économique, puisque j'engage les militaires sur le plan économique, il était dit qu'avec les sanctions, la Russie va disparaître très rapidement économiquement. Et dans les 2, 3, 4 mois. C'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, exact. Qui a dit que la Russie allait crouler sous le poids des sanctions. Des sanctions occidentales. Et au point de vue économique aujourd'hui, la Russie est sortie gagnante. D'abord, la revalorisation de c'est le rouble, je pense. Oui, la monnaie russe. 2, très important, la vente de ces produits un peu plus chers que ce qu'ils ne faisaient avant. La possibilité pour lui d'ouvrir de nouveaux marchés qu'il n'avait pas avant.
ce qui renforce bien sa position. Son économie, qui s'est développée encore, et l'inflation qui est devenue assez basse par rapport à l'Occident. Qui est perdant? J'ai peur que l'Occident, au niveau économique, soit plus perdant que la Russie. Premièrement, l'inflation, c'est devenu assez galopante. On ne peut pas dire que ça n'a pas... Il n'y a pas de lien. Avec la guerre. Il y a certainement un lien. On se retrouve aujourd'hui en Europe fondamental. Où le coût de la vie est devenu extrêmement élevé. Il y a un lien fondamental. Deuxième élément qui me paraît important, c'est la réduction de l'impact du dollar et l'acceptation de plus en plus d'autres monnaies dans les échanges internationaux. Ça, c'est une perte pour les États-Unis. C'est une perte pour l'Occident. Troisième facteur, et qui est le facteur le plus important et le plus destructif pour l'Europe, il s'agit de blocage de revenus de ce qu'ils ont appelé oligarques russes. Pardon, de ce qu'ils ont appelé oligarques russes. Mais sauf que lorsque tout l'Occident bloque le revenu des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, de machines, supposés d'un pays, ça donne des leçons aux autres pays, tels que le Moyen-Orient, le machin, l'Afrique, tout le monde. On va dire, si ma monnaie reste en dollars, reste en euros, etc., qu'est-ce qu'il va se passer? Au cas où mon pays a des problèmes, au cas où mon continent, au cas où ma région, qu'est-ce qui va se passer? D'où une réaction. Et une réaction qui ne s'est pas fait attendre. Vous voyez la chute des banques occidentales, les faillites des banques occidentales. Ça a un effet direct de la psychologie des gens par rapport à la disposition ou par rapport au dépôt, à la confiance faite aux structures financières occidentales. Et vous ne pouvez pas y penser que la faillite du Crédit Suisse n'a rien à voir avec la guerre de l'Ukraine. C'est faux. Ça a quelque chose à voir avec les conséquences. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'était passé, ou qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui se passera, ou qu'est-ce qui s'est passé. C'est clair. Lorsque vous savez que si vous déposez les autres, je ne parle plus de Russes. Bien sûr. Et même les Russes qui ne sont pas encore sous affichés. le coup des sanctions. Oui, sous le coup des sanctions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs réserves hors de portée des sanctions occidentales. Qu'est-ce qui va se passer? Les banques occidentales chutent. La banque de Silicon Valley, ça c'est automatique. Mais dans ces conditions-là, en général, comme on l'a vu pendant la crise en 2008, les banques centrales vont toujours voler au secours des banques. Et même en imprimant coûte que coûte de la monnaie. Donc, on se retrouve dans une situation où ceux qui imposent le système économique mondial, c'est-à-dire l'Occident, booste artificiellement sa propre économie. Donc, est-ce que au fond, ce n'est pas inégal et ils ne vont pas subir les conséquences au même titre que des pays du Sud, par exemple? Ils le subissent déjà aujourd'hui, dans les mêmes conséquences. Et puis, parce que, en fait, hier, les États-Unis étaient capables de créer la monnaie pour le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les échanges se font avec des roubles. Les échanges se font avec le yuan. Et ça va progresser de plus en plus. Donc, si tu crées de la monnaie, et comme ça va rester beaucoup plus chez toi,
tu vas créer une inflation non contrôlée chez vous. Oui. Et c'est ça le problème. Mais j'étais encore sur le plan économique pour dire, attention, on ne sait pas. On ne peut pas prédire de façon précise quelle est la conséquence réelle de cette guerre. L'Afrique meurt de faim. Mais l'Afrique va tirer un avantage certain. On est curieux de savoir quel avantage. L'avantage de prendre conscience qu'elle doit se nourrir par elle-même. Mais pardon, docteur Fokam, l'Afrique connaissait déjà certains problèmes systémiques avant la guerre en Ukraine, avant même le Covid. C'est-à-dire que le marché africain a beaucoup de soucis, parfois même en termes de risque, qui est souvent surévalué à l'extérieur, alors que pourtant il y a de l'investissement, c'est possible, mais c'est un marché problématique à de nombreux égards avant cette crise. Est-ce que juste le fait de prendre conscience va, comme ça, d'un seul coup, changer les choses? Dès qu'on prend conscience, on a déjà fait 50% du chemin. Maintenant, vous avez dit que l'Afrique subissait la faim, ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Les problèmes de faim en Afrique, ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Peut-être le questionnement sur l'autosuffisance. Sauf que maintenant, ils ont compris avec le Covid, comme vous avez dit, la Covid, comme vous avez dit, avec la guerre, on prend de plus en plus conscience. Et tu entends même des princes africains, des chefs d'État africains, prenons plutôt ça, commencent à dire il faut que nous nous nourrissons nous-mêmes. Ce qui se passait pas avant, c'est une prise de conscience qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, vous les journalistes, vous avez déjà commencé à relever ou pour souligner le fait que l'Afrique ne doit plus, avec les terres arabes qu'elle possède, ne doit plus dépendre de l'extérieur. C'est votre action peut-être est en train de prendre. Et enfin, surtout, je crois sincèrement que avec les décisions de sanctions, d'ailleurs, vous savez, dans l'analyse globale, je n'ai jamais vu des sanctions qui vraiment pour produire des effets escomptés. Toutes les sanctions jusqu'ici, peut-être 50 ans avant, parce que je n'ai pas analysé cette situation, mais 50 ans avant, mais sinon avant, les 50 dernières années, je n'ai pas encore vu des sanctions qui produisent les effets escomptés. Donc, mais ces sanctions ont eu pour moi, et vont avoir pour conséquence d'éveiller l'attention des gens sur le risque caché qu'ils pourraient et qu'ils ne se rendaient pas compte, y compris les Africains. Mais oui, vas-y, comment on atteint alors cette situation d'autosuffisance? Parce qu'on en a parlé depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'il y a 3-4 ans, mais l'autosuffisance alimentaire dans un continent où la plupart des gens travaillent dans le milieu agricole, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'atteindre cette autosuffisance? Comment éviter cette dépendance? On a vu que le fait que les céréales soient bloquées dans les ports ukrainiens a paralysé aussi quelque part l'approvisionnement africain en termes de céréales. Comment on arrive à l'autosuffisance alimentaire en Afrique? Par la volonté de nos princes. Okay. Donc c'est politique. C'est politico-économique, c'est socio-politico-économique. C'est votre prise de conscience que je ne dois pas dépendre de quelqu'un. La conscience des politiciens qu'il est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes et puis produire la richesse pour sa population. Mais est-ce que vous avez l'impression que ces chefs d'État africains ont vraiment conscience? Il y a quelques-uns, ce n'est pas un ou deux discours qui peuvent faire en sorte qu'on parle de prise de conscience. La grande majorité, elle est silencieuse. La grande majorité est dans une logique de suivi que je pourrais qualifier de moutonnier. Je veux bien que vous me dites qu'il y a de l'espoir, mais de là à s'emballer, je ne vois pas de véritable raison.
Vous pouvez avoir raison, puisque vous, en tant que journaliste, vous dites déjà que vous avez déjà démissionné. Si je vous entends parler. Non, on n'a pas démissionné, en fait. Puisque c'est vous qui êtes là pour attirer leur attention. Oui, mais on le fait au quotidien, mais on ne partage pas juste votre optimisme. Je trouve que vous êtes très optimiste, parce que je ne vois aucun fait, à mon regard aujourd'hui, qui pourrait me permettre de croire qu'il y a une prise de conscience au niveau des chefs d'État africains. Je suis désolé. Non, je vois au moins un fait. Peut-être vous. La Banque africaine pour le développement des exportations entre Africains, Afreximbank. Oui. C'est les Africains qui l'ont créé. C'est eux, ils ont décidé de faire. Bon, peut-être qu'elle ne fait pas son devoir, mais un jour ou l'autre, elle va faire son devoir. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est- Est-ce que c'est suffisant? On parle aussi d'une zone de libre-échange entre les pays africains. Est-ce que tous ces mécanismes, sur le papier, très intéressants, sont suffisants pour donner à l'Afrique son autodétermination? Si je vous ai dit, si je vous dirais que c'est suffisant, je me tromperai moi-même. C'est très, très insuffisant. D'abord, premièrement, parce qu'il faut que chacun de nous prenne conscience qu'il doit être libre et s'autodéterminer. Première partie. Deuxième partie, qu'on prenne conscience que ce n'est pas ailleurs qu'on peut trouver son bonheur. C'est chez nous que le bonheur est. Et qu'ailleurs, quel que soit le bonheur, ça ne sera jamais votre bonheur. 3. Que les dirigeants prennent conscience qu'ils sont là pour le peuple et pas pour eux. Enfin, que les journalistes décident d'attirer leur attention sur le fait qu'ils sont là pour le peuple et pas pour eux. Alors, je voudrais qu'on évolue, Fabrice, Dr Fokam, dans cette émission. On va sortir effectivement de cette première partie. Là, je voudrais qu'on aborde un autre problème auquel le monde est confronté. Là, on sort de cette guerre en Ukraine, mais c'est un problème de sécurité. Et j'ai envie de parler cette fois-là de terrorisme, mais le terrorisme à l'échelle internationale. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, peut-être Fabrice pourra me corriger. On parle de moins en moins du terrorisme en Occident aujourd'hui. On a l'impression que les groupes terroristes se sont presque tous déportés en Afrique, où ils ont plus du vent en poupe, de moins en moins, alors qu'à un moment donné, l'Occident était sur une sorte de qui-vive. On a le sentiment, c'est en tout cas le sentiment que j'ai, que le terrorisme sur les autres parties du monde semble connaître une période d'accalmie. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là, Dr Fokam? L'Occident ne connaît pas le terrorisme. Non, je n'ai pas dit ne connaît pas. Je veux dire, on n'a plus la même intensité. La même intensité de terrorisme. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle du terrorisme dans le monde, on voit le Mali, on voit le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Le constat est juste. Le terrorisme est plus élevé dans certaines zones que dans d'autres. Et même, le terrorisme est préparé dans certaines zones pour attaquer les autres zones. Quelle est l'origine du terrorisme? C'est une grande question. C'est vrai qu'on ne la pose pas souvent. D'où vient le terrorisme? C'est intéressant. Je suis curieux de vous écouter là-dessus. Oui, l'origine du terrorisme est très simple. Ça vient du fait que certaines personnes ont très faim. Les autres ont trop à manger. Ils voient de l'autre côté. Mais c'est souvent de la radicalisation idéologique, religieuse. Ce n'est pas toujours... Certes, c'est vrai que certains peuples, malheureusement, en Afrique, notamment au Sahel, viennent aussi ça vient de la précarité. Mais au fond, il y a aussi de l'intégrisme religieux. Vous m'aidez bien. Okay. C'était la deuxième partie de ce que je voulais ajouter. D'accord. Il y a donc, je ne veux pas dire de l'intégrisme religieux, il y a la doctrine religieuse qui est là pour défendre un Dieu qu'ils n'ont jamais vu et qui nous dit qu'on peut aller mourir pour cela. Mais cette doctrine va servir la même cause. Il y a donc, le fait de l'extrême pauvreté et de l'extrême opulence. 2, je n'appelle pas l'intégrisme religieux, je dirais la doctrine.
Oui, le radical. On peut suivre la doctrine sans être dans cette Lorsqu'on radicalisation. vous endoctrine à un certain niveau, malheureusement, vous devenez inconsciemment radical. Je dis bien inconsciemment. Tenez bien, Dieu a un chrétien, par exemple, que Jésus-Christ, comme des Juifs le disent, que Jésus-Christ n'est pas né ou n'est pas encore venu. Le Messie, vous voulez dire. Il risque de vous couper la tête. Le Messie. Parce que les Juifs attendent encore Jésus-Christ, vous le savez. Le Messie. Jésus-Christ attendre le Messie, oui, si vous voulez. Dans leur que conception. Le Messie n'est pas... Oui. on dit, dans le christianisme, le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, vous faites bien de me corriger. Les autres attendent le Messie. Le musulman dit que le Messie, que les chrétiens appellent Jésus-Christ, est seulement l'avant-dernier prophète avant lui, que c'est un simple prophète. Mais touche au prophète, c'est qu'il critique un tout petit peu le prophète. On a vu des conséquences. On a vu toutes les conséquences qui sont graves. Et donc, c'est un endoctrinement qui crée ces conséquences, qui crée cet état d'esprit, puisque je veux bien l'appeler un état d'esprit, qui crée cet état d'esprit. Quand vous avez les deux facteurs, j'allais même ajouter un autre facteur, l'arrogance de certains pouvoirs publics. Ces trois facteurs sont là pour nourrir et entretenir le terrorisme, entretenir l'insécurité. Alors, comment résoudre la question? Je pense que décider d'avoir les armements pour lutter contre le terrorisme représente seulement un tiers de la solution. Or, justement, jusqu'aujourd'hui, tout le monde dit, donnez-moi les armes, je vais lutter contre le terrorisme, je vais les éliminer. Ce n'est pas possible, ils ne pourront pas le faire. Quelle que soit la puissance de l'armement qu'ils ont, quelle que soit la qualité, ce premier facteur est important, mais c'est loin d'être le facteur nécessaire. Le deuxième facteur qui est le plus important, c'est la création de richesses et la distribution équitable, surtout en milieu pauvre. Tant que vous utilisez l'arme, c'est très bien, mais seulement quand j'ai faim et que quelqu'un vient me dire que tous les jours tu auras à manger, mais tu peux prendre l'arme pour tuer, mais je n'ai pas de choix à faire. Je m'en veux tuer ou on me tue. De toute façon, je ne servais déjà pas à grand-chose. Donc, lorsque vous avez la lutte contre la pauvreté comme élément essentiel de votre guerre, de votre sécurité, lorsque vous avez des armes en quantité et en qualité suffisante, il vous reste votre indépendance relative. Et les trois facteurs doivent aller ensemble. Votre indépendance relative consiste à posséder au moins un instrument qui vous permet de ne pas recourir toujours à celui qui vous a livré les armes. Est-ce qu'on peut, avec tous ces trois facteurs, la dernière question que nous nous posons, c'est est-ce qu'on peut enrayer l'insécurité en Afrique? Ma réponse est non. Aussi longtemps qu'on n'aura pas engagé les trois points ensemble. Et vous savez qu'aucun pays africain, enfin non, en dehors peut-être de l'Égypte, l'Afrique du Sud, peut-être je n'en connais pas d'autres, sans doute il y en aura, de très peu de pays, il n'y a pas de cartoucherie dans aucun pays africain. Ça veut dire, lorsque je vous livre les armes, si demain, je ne vous livre pas les cartouches, vous ne pouvez plus les utiliser. Voilà notre faiblesse intellectuelle
morale qui empêche d'enrayer de façon définitive. Mais quand vous dites ça, il y a une question qui revient automatiquement. Vous parlez justement de la création de la richesse, mais on a envie de vous demander comment on peut créer la richesse dans un environnement qui est déjà totalement insécurisé. En réalité, est-ce qu'il ne faut pas déjà bombarder pour essayer justement d'avoir une sorte d'accalmie, une sorte de mini-paix et investir par la suite? Parce que vous dites que ces trois facteurs doivent aller ensemble. Comment est-ce que c'est possible quand justement on n'est pas à l'abri des bombes, des engins improvisés, etc. Qui a envie d'aller investir dans un environnement comme ça? Mon cher Domché, vous avez peut-être raison. Mais avez-vous déjà vu quel pays en guerre qui ne cultive pas, même sous les bombes? Le problème de fond, c'est de dire et de penser que je dois survivre. Et si je dois survivre, on va tuer ce qu'on va tuer. Et ça, c'est le principe de la guerre. Et il me restera quelque chose qui me permettra afin de survivre. Mais si on a peur de mourir, bien entendu, on va tuer tout le monde. C'est comme ça qu'en Éthiopie, le Premier ministre qui a pris 300 personnes, c'est Mengistu, quelque chose comme ça, qui a pris 300 personnes, 3 dignitaires du pays, il a tiré 1, 2, 3, 4 personnes ne s'est soulevé. En attendant que peut-être arriver sur moi, il ne va pas faire. Non. Oh, vous savez, une seule personne, même avec une arme, avec 300 personnes dans la salle, il va tirer 20, mais les autres vont se... Donc pour vous, il faut forcément agir. Il faut forcément agir. Il faut forcément agir. Donc nous devrons agir. Nous avons l'obligation d'agir. Et tenez-vous bien, il n'y a pas un pays particulier au monde où le terrorisme est partout. Non. Et dans cette zone-là, si vous implantez une usine en mettant même une armée pour protéger cette usine, si vous implantez une agriculture en mettant une armée pour protéger cette agriculture, c'est seulement les employés qui deviendront les soldats pour protéger cela, parce que c'est leur survie. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur de ce qui va arriver, parce que de toute façon, ça va arriver. Que tu agisses ou que tu n'agisses pas. Fabrice avait une question avant qu'on ne sorte de cette première partie. Non, en fait, c'est vraiment sur la responsabilité, parce que vous questionnez, au fond, on l'entend, la responsabilité des pouvoirs publics, c'est aussi... Est-ce qu'on peut pointer cela du doigt quand on voit que certains se contentent de laisser faire parfois ou juste de dire « nous, on intervient militairement et on sauvegarde un peu ce qui reste du pays ». Je ne pense pas à un pays en particulier, mais dans la plupart des pays, et même dans un pays qu'on connaît très bien, on voit qu'on laisse faire dans la région en question et que dans le reste du pays, on se contente de dire, bon, on va sauver les meubles. Mais est-ce que là n'est pas posée la responsabilité des pouvoirs publics dans la pacification? Parce que c'est important de pacifier avant de venir implanter une usine. Et ensuite, dans le fait d'aller peut-être parler aux gens, comprendre le fond de leurs revendications. Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont sous le coup d'une radicalisation, mais peut-être aussi qu'il y a des demandes plus ou moins légitimes qu'on peut examiner. Est-ce qu'on n'a pas ce problème-là avec nos pouvoirs publics? Je ne voudrais pas, sincèrement, fustiger un côté et laisser l'autre. Le pouvoir public a sa responsabilité, c'est indéniable. Mais chaque citoyen a sa responsabilité. Le citoyen même qui est là même pour revendiquer un droit de vivre, ou même un droit politique, ou même un droit, le simple droit d'exister, a sa responsabilité. Et c'est sa responsabilité qu'il est en train de chercher. Il faut bien comprendre. C'est sa responsabilité qu'il est en train de chercher. Et s'il exerce cette responsabilité jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est sûr que les générations futures en tiendront.
obtiendront le bénéfice. Mais si pour une raison ou pour une autre, il a peur de mourir parce qu'il exerce la responsabilité, c'est la même question que M. Domche posait tout à l'heure, où on va faire l'agriculture. On va faire l'agriculture là où sous les bombes. Où il est bon. Où les gens sont prêts à prendre des risques. Des risques, c'est tout. Justement. Alors, docteur Fokam, sortons là, sur cette question-là en évoquant justement cette partie de l'Afrique qui est en proie au terrorisme aujourd'hui, le Sahel. On a le cas du Mali, le Burkina Faso aujourd'hui. Quel est votre regard sur ce qui s'y passe? On a bien vu le changement paradigmatique de ces deux pays qui ont décidé de tourner le dos à leurs partenaires historiques. Quel est le regard que vous portez sur ce qui se passe actuellement au Sahel? Un regard admiratif. Sauf si vous avez une question plus profonde. Admiratif, pourquoi? Dites-nous, et... admiratif de qui, de quoi? Un regard admiratif vis-à-vis des dirigeants de ce pays, parce qu'ils ont été capables de dire non là où personne n'osait dire non. Admiratif vis-à-vis de la population, parce qu'elle a été capable de suivre leurs dirigeants, qui n'étaient là que pour servir leurs intérêts. Admiratif aussi parce que les dirigeants ont accepté d'appliquer les principes reconnus dans la géopolitique mondiale, c'est-à-dire aller partout où on peut trouver son intérêt et ne pas chercher à rester seulement à un endroit, tout simplement parce que nous avons des relations ancestrales, des relations très vieilles, mais rester parce que on est dans un jeu de win-win game. Rester, aller chercher d'autres partenaires parce que la concurrence est toujours bénéfique pour toutes les parties. La concurrence permet de ramener les coûts au plus bas possible, mais ça permet aussi à ceux qui produisent d'innover, d'inventer pour survivre. Donc, en ce qui me concerne, les partis qui se sentent lésés doivent innover, doivent inventer pour retrouver la place qui était la leur ou qui est la leur. Les partis qui revendiquent des droits ou des intérêts plus particuliers doivent encore redoubler d'efforts pour être encore de plus en plus exigeants afin de pousser les autres à plus d'innovation, à plus d'invention, à plus, je ne sais pas. Donc vous faites partie de ceux que la percée de la Russie, puisque n'ayons pas peur de prononcer, la percée de la Russie en Afrique ne vous inquiète pas. C'est plutôt une très bonne chose. Tout simplement, je dis, parce qu'il y a la concurrence. Et la concurrence est toujours une très bonne chose dans toute sphère. Merci beaucoup, Dr Fokam. Merci, Fabrice. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette première partie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour la deuxième partie de cet entretien avec le Dr Fokam. À très bientôt. Bonjour, Monsieur Flao. Bonjour à vous. Monsieur Fassifieri. Madame Tariq, bonjour. Moi, c'est Natacha Zimper. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup. La chaîne Vox Africa. À Tanger, à Kinshasa. Bienvenue sur Vox Africa. C'est ce défi-là qu'il faut relever. Je suis Christelle Pananzila. J'ai rejoint Vox Africa depuis 2017 de Bruxelles. Je couvre les forums économiques à travers le monde et les news pour Vox Africa. Restez connectés car l'Afrique, c'est aussi sa diaspora.
know you wanna touch my body, sexy body. I know you like it when you see me working it. I know you like it. You wanna put your head on me, but can you hold me, satisfy me, make me feel like I'm not looking for love. Gift Beats. Kakono wa kukupita dinanga jeba ki didi dinkolesha leke langwimbila nashinda kya kupupa Muchilo kunayo njo ile utaua nayo nyoka Makuta shitene jamais je vais faire un geste na roboya Nisichunge ni coupe motoka Même plus tard ça arrivera Sache que je vois tous les efforts que tu fournis pour moi Naturellement belle wako kupita shimone Nanani ntaku comparé Avant la tienne ma vue peut passer Quand tu me dis je t'aime plus le temps de douter Ragadam dam Rana kona ni ma zing zing zong Wena pika boom 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 Muta mon super koni yeah Pascalina Oh Lina Pascalina Dinanga dieba ki didi din kolesha Pascalina Oh Lina Pascalina Mamu ki mamu Wakupita shimone Muchilo kunayo njo ile utaua nayo nyoka Makuta shitene jamais je vais faire un geste na roboya Nisichunge ni coupe motoka Même plus tard ça arrivera Sache que je vois tous les efforts que tu fournis pour moi Naturellement belle wako kupita shimone Nanani ntaku comparé Avant la tienne ma vue peut passer Quand tu me dis je t'aime plus le temps de Pascalina Oh Lina Pascalina Dinanga dieba ki didi din kolesha Pascalina Oh Lina Pascalina Mamu ki mamu Pick up your phone calls unless you figure out what you want. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. It feels like you're not ready to settle down. So why would I stick around? I got to move on with my own life. Everything you want, everything you need, everything you desire. Tell me what you want. Everything you want, everything you need. Tell me what you want. Je t'aime. Je sais que tu veux pas l'entendre. Tu me dis d'attendre, mais combien de temps encore? Car mon cœur saigne. I don't know how longer je sais que tu veux pas l'entendre, tu me dis d'attendre, mais combien de temps encore? Car mon cœur saigne. I don't know how longer I will wait for you. I love you, toi et moi c'était l'amour fou. I need you, mais sans toi y'a pas de nous. Pendant tout ce temps, j'ai tout donné. Tes erreurs, j'ai pardonné. Plus temps d'attendre, j'en ai assez. C'est bon, maintenant tu peux te casser. Plus rien à foutre, je suis lassé. Plus le temps d'attendre, c'est décidé. Plus temps d'attendre, j'en ai assez.
plus besoin d'écouter. Je m'en vais. Everything you want, everything you need, everything you desire. Tell me what you want. Everything you want, everything you need. Tell me what you want. Je t'aime. Combien de temps?